Bon matin à tous et à toutes, bienvenue au podcast Briser la glace. Par applaudissement, y en a-tu pour qui c'est leur première fois ici? Je vois qu'il y en a quelques-uns, oui. Je vous explique rapidement le concept. Je m'appelle Simon, scout chez Elite Prospects. Puis Briser la glace, c'est ici que je vous partage mes opinions personnelles sur le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Puis des opinions qui sont pas les opinions de notre équipe de dépistage, même si ça se rapproche souvent. Donc ici, on peut s'attendre à une ambiance chaleureuse, décontractée, parfois un peu dingo. Puis aujourd'hui, peut-être une ou deux jokes de dollars à clip. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode des comparaisons. Grosso modo, je vais vous comparer des joueurs au profil similaire ensemble. Je vais me concentrer sur deux blocs de joueurs plus particulièrement aujourd'hui. Un de ces deux blocs-là va être celui des gros attaquants de puissance / gros attaquants two-way, mais plus des choix, je dirais, de début deuxième tour, mais qui pourraient quand même peut-être se tailler une place en fin de première ronde et, par conséquent, peut-être être des cibles pour le CH. On parle ici de Ryder Cali, Casey Mutrin, Jonas Sivertson, Simas Ignatavicius et Gleb Pugachev. Mais d'abord, un sujet qui est revenu à maintes reprises dans vos commentaires et dans nos discussions en DM. Je vous décortique les défenseurs projetant dans le top 15 cette année. Donc, Chase Reed, Carson Carrolls, Daxon Rudolph, Albert Schmitz, Malte Gustafsson et Keaton Verhoff. Malheureusement, pas de Ryan Lynn, Xavier Villeneuve ou de Tommy Blyle ici, malheureusement. Fallait que je garde ce cours malgré tout. Mais je vais vous en parler quand même de ceux-là, mais je vous en parle plus tard. Quand est-ce que je vous en parle? En tout cas, c'est pas clair. Si le principe vous plaît de ça, les comparaisons de blocs de joueurs, il reste encore du temps d'ici la fin, pas la fin de la saison, mais d'ici le repêchage. Fait que si vous en voulez d'autres, écrivez-le en commentaire. C'est évidemment vos commentaires qui drivent qu'est-ce que je vais faire d'ici le repêchage. Je pourrais entre autres parler des gros attaquants de puissance ou gros attaquants two-way, mais qui devraient plutôt sortir entre 12 et 25, donc plus les Maddox Dagenet, Oliver Suvanto, Oscar Hemming, Ilya Morozov, Adam Novotny, Brooks Rogowski. Je pense que ça pourrait être intéressant de les comparer entre eux. Parce que peut-être, si on est chanceux, un de ces gars-là pourrait glisser jusqu'au rang du CH. J'y crois pas, honnêtement, mais ça serait vraiment des cibles de choix pour le CH, parce que la plupart jouent au centre, des gros bonhommes, bref, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Sinon, je pourrais également comparer les marqueurs à haut upside, mais avec des faiblesses. On parle des Mattis Preston, JP Hurlburt, Elton Hermanson, Ryan Rubrook, Nikita Klepov et tout ça. Je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Fait que laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous voulez entendre d'ici le draft. Fait que le principe aujourd'hui, ça va être simple. Je vais d'abord vous présenter chaque joueur rapidement. Donc, quand je vais vous parler des 5 attaquants de puissance et ensuite des 6 défenseurs, d'abord les 6 défenseurs, je vais d'abord vous les présenter rapidement avec un genre de pitch d'ascenseur pour ceux qui seraient moins familiers, en fait, avec ces gaillards-là. Et ensuite, je vais les classer en tiers dans 5 catégories que j'ai choisies, soit le patin, le lancer / habileté de marqueur, il y a une petite nuance ici, le contrôle de rondelle, le sens du jeu, puis pour finir, la robustesse / jeu défensif que j'ai mis dans une seule catégorie. Pour chacune de ces catégories-là, je vais classer les joueurs dans un des 6 tiers suivants. Donc le tiers S, le classique, là, élite, le tiers A qui est excellent, le tiers B qui est bon, le tiers C qui est moyen, donc moyen de la Ligue nationale, le tiers D ensuite qui est faible, donc en dessous de la moyenne de la Ligue nationale, et le tiers F qui est épouvantable. Puis je vais conclure tout ça en vous disant mes projections pour chaque joueur également. Si c'est pas clair, ça va faire du sens au fur et à mesure, vous allez voir. Fait que commençons ça avec les défenseurs. Grosse cuvée de défenseurs quand même. Mais comme je disais, j'ai dû limiter ça à 6 noms. Puis par conséquent, il y a des gros noms que j'ai omis ici, là, évidemment, Villeneuve, Lynn et compagnie, mais
On s'en reparle plus tard. Fait que je commençais avec les pitchs d'ascenseur pour vous donner un aperçu de c'est qui ces 6 joueurs-là. Le premier, c'est Chase Reed, défenseur droitier de 6 pieds 2 de la OHL, un late moteur offensif pour Sault Ste. Marie cette saison dans la OHL, générant plus d'1 point par match en fait. Pas la production du siècle, certes, mais parmi les meilleures performances des 10 dernières années pour un défenseur à son année d'admissibilité au repêchage, devant des gars comme Dickinson, Drysdale, Minchukov, Aitchison et compagnie. Fait que c'est pas plate quand même. Chase Reed, c'est d'abord et avant tout un patineur incroyable, dynamique, capable de transporter la rondelle puis de contrôler le jeu en zone offensive. Il y a des flashs de robustesse, un jeu défensif en raffinement, je vais le dire comme ça, mais je vous en parle plus en détail dans un instant. En termes de comparables, là, je vous en ai déjà parlé, mais un genre de mix entre Jake Sanderson et Zach Werenski, c'est ce que je vois en lui, et c'est très flatteur. Vous comprenez qu'avec ces outils-là, cette projection-là, surtout droitier, 6 pieds 2, Chase Reed projette pour être le premier défenseur repêché lors du repêchage. Ça tombe bien parce que les Sharks repêchent deuxième et c'est le genre de profil qu'ils recherchent. Ensuite, il y a Carson Carrolls, défenseur gaucher de 6 pieds 2, 194 livres de la WHL, pas un late celui-ci, qui a connu une forte progression cette saison, en plus d'avoir été la pierre angulaire de Prince George, puis d'avoir très bien paru au championnat mondial junior des moins de 20 ans. Et ce, à 17 ans seulement, on le rappelle. Fait que défenseur extrêmement mobile également, superbe patineur, mais un joueur qui était plus reconnu pour son jeu défensif et robuste, souvent comparé à Charlie McAvoy même. Sauf que sa production a passé un peu sous le radar et c'en est une belle, 73 points en 58 parties, donc 1,26 points par match. Certes, la WHL a perdu des plumes cette année, mais c'est la meilleure moyenne de points par match pour un défenseur à sa première année d'admissibilité au repêchage dans la WHL depuis Scott Niedermayer en 90-91, donc la meilleure production, la meilleure moyenne de points par match, je devrais dire, dans les 35 dernières années. Fait que plus productif que les Zellweger, Yakimchuk, Dragicevic, Byram, Ty Smith et Daxon Rudolph. Puis c'est pas un addon que j'isole le nom de Daxon Rudolph parce que c'est le prochain de qui je vais vous parler. Fait que Daxon Rudolph, défenseur droitier de 6 pieds 2 également, évoluant lui aussi dans l'Ouest, vous aurez deviné. En termes de récolte absolue, c'est le plus haut pointage depuis Ian White en 2001-2002 pour un joueur, encore une fois, éligible au repêchage. 78 points en 68 parties pour Rudolph. Un tir menaçant, un général à la ligne bleue, mais certaines questions autour de son implication puis de son patin. Il pourrait facilement devenir le meilleur défenseur du draft, mais pourrait aussi devenir qu'un simple spécialiste. Plusieurs comparaisons avec Brent Clark, mais je pense qu'il y a également un genre de plafond à la Evan Bouchard et peut-être même meilleur défensivement s'il commence à care un petit peu plus. Le prochain, c'est Keaton Verhoff, défenseur droitier de 6 pieds 4, jeune pour la QV et le synonyme parfait de la grande débandade, qui était vu en fait comme un lock dans le top 3 en début d'année, et même étant un possible rival pour Gavin McKenna pour le premier rang, sauf que sa transition en NCAA a été difficile cette année, puis c'est pas avec son U18 qu'il a été en mesure de convaincre ses détracteurs. Il y a des outils uniques et très alléchants toutefois, mais un manque d'exécution qui fait peur. Il y a plusieurs parallèles qui rappellent un certain David Jiricek ici, fait que c'est encore une fois probable que Keaton Verhoff sorte très tôt au draft. Je réitère, défenseur droitier de 6 pieds 4, très jeune. Les équipes de la LNH vont adorer ça. Mais il y a quand même certains drapeaux jaunes à ne pas ignorer. Et c'est pour ça qu'il glisse dans les classements, notamment dans notre classement chez Elite Prospects. D'ailleurs, dans notre classement d'avril, dans lequel on avait Skater Boy premier puis Complicated deuxième, j'arrête ça là. Je voulais juste vous dire, ce gag-là m'a été envoyé en DM par nul autre que le vrai Sammy Sosa. Juste vous dire le genre de niaiserie que je reçois. Je m'excuse. Le prochain, c'est Alberts Schmitz, défenseur gaucher de 6 pieds 3 qui a joué contre les messieurs en Liga et en DEL cette saison, après avoir dominé contre son groupe d'âge. Puis il a également très bien paru aux Olympiques ainsi qu'au championnat mondial. Défenseur chevronné, mais un athlète incroyable, mobile, robuste,
avec toutefois des questions sur son sens du jeu et ses mains. Un beau plancher toutefois, un plafond élevé mais questionnable. Plusieurs similarités, je dirais, avec des gars comme Artem Levchunov et Sam Dickinson, peut-être. Donc, un gars mobile, robuste, agile, mais qui échappe parfois à la rondelle, qui a des prises de décision questionnables, mais, comme je dis, plancher très élevé, plafond qui pourrait être élevé, mais avec des points d'interrogation. Malte Gustafsson est le 6e du lot et probablement le plus sous-estimé également. Gaucher, 6 pieds 4, un jeune défenseur également comparable à Keaton Verhoff, spécialiste défensif toutefois, probablement le plus solide du draft contre le rush. Il est très robuste, il est fiable dans sa zone. Il a montré de plus en plus d'offensive également en cours de saison. Je pense pas qu'il va projeter comme un producteur offensif tant que ça au prochain niveau, mais je pense que c'est un gars qui est très près de la LNH et en termes de stylistique, me rappelle un peu Simon Edvinsson. Donc, allons-y. Classons ces 6 charmants jeunes hommes en tiers. Je réitère les tiers S, A, B, C, D, F qui représentent élite, excellent, bon, moyenne LNH, faible et très mauvais. Donc, la première catégorie, ça va être le patin. C'est ça. Dans le tiers S ou le tiers élite, j'ai pas mis personne, bizarrement. Tu sais, ici, le tiers S, on retrouverait plus là, des gars comme Schaefer, Makar, Hughes, par exemple. Puis, je pense qu'il y a des excellents patineurs dans cette cuvée-là, mais je pense plus qu'ils appartiennent au deuxième tiers, qui est le tiers excellent, mais pas élite. Puis j'ai 2 joueurs qui méritent d'être dans le tiers A, le tiers excellent, Chase Reed et Carson Carrolls. Donc, débutons par Carrolls, justement, qui est probablement le meilleur patineur parmi les défenseurs cette année. Un patineur mobile, fluide, explosif. Puis ça le sert dans son profil two-way, tant pour rejoindre ou pour leader l'attaque rapidement, tant pour refermer les écarts ou en récupération de rondelles. Il pivote bien, il couvre beaucoup de glace pour réparer des erreurs. C'est un bon patineur de reculons également. La seule lacune qui fait qu'il se retrouve peut-être pas dans le tiers supérieur, c'est que c'est pas le défenseur le plus créatif ou dynamique avec son patin. Il est bon techniquement, il a un bel output, mais il va pas tenter des feintes à la ligne bleue, mettons comme un Hudson ou Makar. Son jeu, il est plus simple. Il va s'activer, certes, il va faire des montées très agressives, mais lors du cycle ou vraiment des pressions installées en zone offensive, il va garder souvent les choses un petit peu plus simples. Mais comme je dis, technique excellente, output excellent, c'est un patineur superbe. Le prochain, c'est Chase Reed. Dans son cas, lui, on parle d'un patineur moderne, transposable. C'est pas nécessairement la vitesse pure non plus, mais c'est un patineur très fluide, capable de transporter la rondelle puis de contrôler le jeu à pleine vitesse. Techniquement, on parle d'une facilité déconcertante à transitionner du patin avant vers le patin arrière et vice-versa, des pivots magnifiques, une des très belles mobilités latérales du draft, je trouve, ce qui fait, encore une fois, qu'il n'est pas catégorisé comme étant élite. Je pense que c'est simplement la vitesse linéaire qui est présentement pas, mettons, aussi élite qu'un Matthew Schaefer, si on veut. Chase Reed gagnerait probablement à être un peu plus explosif puis avoir une posture un petit peu plus profonde dans son patin, mais sinon, c'est un patineur que je trouve magnifique. Ensuite, le tiers suivant, qui est le tiers B, qui est une petite coche au-dessus peut-être de la moyenne LNH. Puis tu sais, juste, petite parenthèse par rapport au terme moyenne LNH, c'est pas moyenne parmi les meilleurs joueurs de la LNH, c'est moyenne parmi tous les joueurs évoluant dans la LNH. Puis, tu sais, on parle souvent de joueurs top 6 puis bottom 6. Des attaquants, t'en as moitié sur le top 6, moitié bottom 6. Puis même, il y a un argument très en faveur de dire que c'est pas toutes les équipes qui ont 6 attaquants top 6. Fait que bref, si on se met la moyenne là, il y a beaucoup de joueurs dans la LNH qui sont sous la moyenne de la LNH. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Puis je pense que les 2 prochains, Albert Schmitz et Malte Gustafsson, sont au-dessus de la moyenne LNH. Dans le cas de Schmitz, patineur athlétique et très fonctionnel qui sert très bien de son patin pour bouger de manière agressive dans les 3 zones. Je le trouve très rapide et puissant en ligne droite. Il patine même en 10-2 en zone offensive. Il est assez fort sur ses jambes aussi. Sauf que, puis j'y reviens tantôt,
je suis pas convaincu de la transposabilité de son attaque au prochain niveau, puis je pense que son patin risque d'être principalement un atout en zone défensive et pas tant que ça en zone offensive. Je pense pas qu'il va avoir tant la chance que ça de l'exploiter au prochain niveau. Si jamais ça se passe, puis si jamais il améliore peut-être ses premiers pas, son explosion et sa mobilité latérale, il pourrait monter au tiers excellent, mais pour l'instant, je vais le garder dans le tiers B. Désolé si j'ai l'air de tout le temps être sur le bord de roter. J'ai l'estomac qui bouillonne. M'a roté une méchante écœuranterie. Digne de la vidéo I Declare Goddess. J'espère que vous avez le référent de ça. Le prochain, Malte Gustafsson. Parlant de Malte Gustafsson, probablement le patineur le plus sous-estimé du lot. Rappelons que Malte est un défenseur de 6 pieds 4, plus grand et plus gros que Keaton Verhoff encore. En fait, le plus gros de ces 6 défenseurs-là, en fait, puis il bouge extrêmement bien. Des belles transitions entre son patin avant-arrière également, puissant en crossover, mobile latéralement. Tout ça, ça l'aide énormément à couvrir beaucoup de glace contre le rush ainsi qu'en récupération en zone défensive. Évidemment, c'est pas le plus offensif, c'est pas le patin le plus créatif, mais son patin est de calibre professionnel déjà. Quelques lacunes peut-être mineures côté technique qui l'empêchent peut-être d'être dans le prochain tiers, mais je vois absolument rien d'alarmant. Je pense que c'est un magnifique patineur ici et qui va être une brute dans la LNH. Dans le tiers C, donc le tiers là, que je dirais moyenne LNH, puis c'est 2 gars que j'aurais pensé peut-être même mettre sous la moyenne LNH, mais pour l'instant, je vais les mettre moyenne LNH. Le premier, c'est Daxon Rudolph, et vous aurez compris, le deuxième, c'est Keaton Verhoff. Dans le cas de Rudolph, il est dur à évaluer parce que selon ce à quoi on accorde le plus d'importance, quelqu'un pourrait avoir un argument pour le mettre dans le tiers B, d'autres pourraient avoir des arguments pour le mettre dans le tiers D. J'ai décidé d'y aller avec le tiers C, là, je vous explique tout ça. Situation qui rappelle peut-être un peu Lane Hudson à son année de draft. Personne ne s'entendait sur son patin, au sens où il a une belle mobilité latérale, il est agile, il est en mouvement constant, il feinte beaucoup avec son corps, avec des changements de direction. Sauf que mécaniquement, c'est sous-optimal, oui. Il y a une posture pas toujours orthodoxe. Il patine beaucoup avec l'intérieur de ses edges. C'est pas un patineur explosif non plus. Il n'y a pas les pieds les plus rapides également. Fait que ça, c'est des caractéristiques peut-être plus de tiers D sous la moyenne. Mais en même temps, il est tellement agile et déceptif avec la rondelle en zone offensive, tout comme un Lane Hudson. Je suis allé chercher un petit peu plus le milieu ici. Je vais le mettre dans la moyenne. Dans le cas de Keaton Verhoff, pour les habitués du podcast, ça va pas être une surprise pour vous de le voir là. Vous auriez même pu vous attendre de le voir dans le tiers D, parce que je l'ai quand même rabaissé beaucoup dans un de mes derniers épisodes. Mais soyons réalistes, on va le garder dans le tiers C pour l'instant. Moyenne LNH. Son patin en ligne droite est bon. Ça demeure un patineur assez puissant, je crois. Toutefois, là où j'ai passé une demi-heure, comme je disais, à le démolir dans un dernier épisode, c'est au niveau de l'agilité. Les pivots sont laborieux. Il est constamment en perte d'équilibre, notamment dans des arrêts rapides ou des changements de direction. La mobilité latérale est pas si bonne que ça. Pourtant, on le voyait classé comme étant patineur élite à certains endroits. Puis tout ça, ça lui nuit beaucoup dans plusieurs situations, entre autres dans sa propre zone. Il y a de la misère à évader la pression, il se fait battre sur des cutbacks, il y a de la difficulté à accéder à ses edges extérieurs, il y a peine à utiliser des crossovers en transition également. Fait que bref, plusieurs drapeaux jaunes, mais je le drop pas plus bas parce que je pense que ça pourrait quand même se corriger à un certain niveau dès l'an prochain et me faire mal paraître. Mais still, je pense pas que Keaton Verhoff va devenir un patineur élite au prochain niveau. Sa grandeur le fait mieux paraître qu'il est, je crois. Il bouge quand même bien avec la rondelle, mais il en arrache en réaction au jeu, puis il risque de trouver que ça va aller vite en LNH. Puis je pense que justement, mec qui tombe dans la LNH, s'il n'a pas corrigé son patin, les lacunes risquent de ressortir encore plus qu'elles sortent en ce moment. Fait que j'ai personne, en fait, dans les tiers D et le tiers F, donc faible et mauvais. C'est une bonne nouvelle.
Fait que juste pour réitérer pour le patin, tiers S, j'avais personne. Tiers A, Carols et Reed. Tiers B, Schmitz et Gustafsson. Et tiers C, Rudolph et Verhoff. Au niveau du lancer, tiers S, j'ai hésité longtemps, mais j'ai décidé de mettre Daxon Rudolph. J'ai pensé à le mettre dans le tiers A, mais plus je le regarde, puis plus je pense que son tir pourrait devenir une arme redoutable dans la LNH. Non seulement son tir, il est très bon, mais il y a une dégaine très rapide, un wrister là, qui décoche rapidement et avec précision, mais surtout, c'est tout ce qui fait qui mène à son tir, donc des feintes, de la manipulation avant de tirer, des changements d'angle, des toe drag, des tirs en mouvement, des tirs sur activation. Il tire beaucoup. En fait, il tire autant que les gars et les filles au tir à la corde dans le vidéoclip de Girls, Boys de Pierre Nadeau. Bref, tireur polyvalent qui crée des avantages puis qui se met en position pour décocher des tirs dangereux et trompeurs. Il y a tout pour devenir un corps arrière de première vague dans la LNH. Puis même si son tir il est meilleur, mais il n'est pas un gros tiers tant meilleur que les autres là, que je vais vous parler dans un instant. Mais c'est vraiment tout ce qu'il fait autour, ses changements d'angle et tout ça, la rapidité à laquelle il décoche ses wristers, son one-timer aussi qui est très bon. C'est tout ça qui fait que je pense qu'au final, c'est un gars qui va amorcer beaucoup de buts quand même dans la LNH. Au niveau du tiers A, j'ai 3 bonhommes ici. Le premier, c'est Chase Reed. Personnellement, j'aime beaucoup le lancer de Chase Reed. C'est un bon tir de défenseur numéro 1. Là. Bonne dégaine rapide, une capacité de tirer en mouvement, des bons changements d'angle avant relâchement également. Puis juste sa sélection de tir puis le timing de ceux-ci, je la trouve très projetable. C'est un tir puissant, mais pas élite puissant. Puis il n'y a pas le niveau là, peut-être de deceptiveness puis de manipulation que Daxon Rudolph a. Son tir sur réception est encore un work in progress. Des fois, il y a pong bien, mais il y a un petit peu d'inconstance à ce niveau-ci. Puis aussi, une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas mis plus haut, c'est que je pense qu'il ne sert pas tant de son tir. Il devrait s'en servir davantage. Il a tendance à beaucoup passer quand même. Fait que je ne sais pas si c'est tant un gars que son tir va être une arme redoutable dans la LNH, mais je pense que c'est définitivement un bon tir pour avoir un gars qui passe beaucoup de minutes sur la glace avec possiblement PP1, réalistiquement peut-être plus PP2, dépendamment dans l'équipe. Avec l'équipe, on recommence. L'équipe dans laquelle il aboutit. Bref, Keelan Verhoff également dans le tiers A. Probablement son plus bel atout à Verhoff, je dirais, c'est un tir qui est lourd, vif. Puis mixé avec son agressivité offensive, je pense que ça le rend très dangereux en contre-attaque puis en activation offensive. La grande limitation toutefois de Verhoff vient de son sens du jeu puis de sa prise de décision en zone offensive. Ça va impacter son efficacité au prochain niveau puis il va devoir jouer un rôle moins agressif, mais ça rentre peut-être plus dans le sens du jeu ici, fait que je veux pas trop le pénaliser dans la catégorie du lancer parce qu'il y en a un bon. C'est un tir qui est très comparable au Chase Reed et pas loin de Daxon Rudolph également. Mais bon, la manière qu'il s'en sert lui fait perdre peut-être un petit peu des points. Et j'aurais peut-être même pu être un peu plus méchant sur lui, mais je vais l'être tantôt méchant, fait que je me garde une chaîne. Puis il y a un troisième joueur dans le tiers A, et c'est Carson Carols. Puis un peu comme son patin, je pense que Carols a un des bons tirs du draft parmi les défenseurs, sauf que son style de jeu fait en sorte que son tir ressort peut-être un peu moins. Je pense qu'il y a un tir très lourd de la pointe qui est garoché de manière forte, sans tromperie. C'est un tir très direct, un peu à Shea Weber. C'est pas le genre de gars qui va changer ses angles autant qu'un Daxon Rudolph ou même qu'un Chase Reed, par exemple. Sauf que je pense que son one-timer est meilleur qu'un gars comme Chase Reed. Puis c'est pourquoi je mets les deux dans le même tiers. 2 excellents tirs, mais amenés de manière peut-être un petit peu différente. J'ai ensuite les 2 derniers qui restent, un dans le tiers B et un dans le tiers C. Tiers C, on le rappelle, qui est la moyenne LNH. Je commence avec le tiers B, c'est Albert Schmitz. Je pense que Schmitz est très sous-estimé au niveau de son lancer. Personnellement, je trouve qu'il y a vraiment un des très bons tirs du poignet parmi les défenseurs, sauf que c'est le manque d'efficacité, de constance qui l'impacte. Puis un peu comme Carols, c'est pas nécessairement le tireur le plus dynamique ou trompeur. En fait, c'est qu'il se met
c'est pas le gars qui va se mettre le plus souvent dans les zones avantageuses, je vais le dire comme ça. Toutefois, son tir, il est bon. Puis je pense que c'est un gars qui est tellement agressif offensivement. Il va trouver le moyen de marquer des buts dans la LNH, même s'il joue pas sur le power play. Puis je pense que ça va être une arme redoutable lorsqu'il va agir à titre de quatrième attaquant sur le rush. Dans le tiers C, j'ai Malte Gustafsson. Un tir correct, mais probablement dans la moyenne de la LNH. Ça va jamais être une force, mais je pense que son tir est quand même sous-estimé ici. Je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient mis son tir dans le tiers D. On le porterait souvent comme étant un stay-at-home, puis je suis coupable de ça, je l'ai moi-même catégorisé de spécialiste défensif tantôt. La réalité, c'est que Gustafsson est quand même capable de décocher des bonnes bines. Ça va jamais devenir un gros marqueur ni un cas arrière du jeu de puissance. Puis je pense qu'il y a le tir pour amener des bonnes rondelles au filet, puis marquer lorsque les occasions vont se présenter. Puis je réitère, il est jeune, il a montré une progression offensivement, fait que je suis quand même confiant que son tir et son apport offensif à ce niveau-là vont être projetables dans la LNH. Vous auriez donc compris qu'il n'y a aucun des 6 défenseurs dont il est question en ce moment qui ont des lancers en bas de la moyenne, à mon avis. Au niveau du... j'appelle ça le contrôle. J'ai essayé de faire une genre de catégorie parapluie pour inclure passe, main, transition. Question d'accélérer un peu le tout, mais ça rend... Bon, peut-être ce classement-là un petit peu plus boiteux, mais bref, passe, main, transition. Là, on essaie de garocher ça dans la même catégorie. Là, c'est là qu'il y a un petit spread qui va se passer. Vous allez voir que j'ai 3 joueurs dans la catégorie C, donc la catégorie moyenne. Un dans le B, un dans le A et un dans le S. Le premier dans le S, c'est Chase Reed, que je pense que c'est le meilleur passeur et le meilleur joueur de transition parmi ces défenseurs-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose à lui reprocher ici, je trouve. C'est un bougeur de rondelle fantastique. Ses sorties sont déjà de qualité LNH. Il gère bien la rondelle. C'est pas le plus flashy en termes de feinte, mais il y a d'excellentes mains qui lui permettent de bien contrôler la rondelle en transition, de capter des passes en mouvement. Je pense que c'est une de ses grandes forces également. D'évader la pression en zone défensive. La qualité de ses passes est excellente, très LNH déjà. Bref, même s'il ne va jamais déjouer personne comme un Lane Hudson, par exemple, son contrôle de rondelle, sa capacité à faire des jeux en mouvement, la précision de ses touches vont faire de Chase Reed un des meilleurs défenseurs two-way de la LNH, à mon avis. Au niveau du tiers A, j'ai Daxon Rudolph. Un peu en lien avec ce que j'expliquais pour son lancer, j'aime beaucoup qu'il se sert de ses mains pour ouvrir de l'espace, changer les angles de tir, tromper les défensives adverses. La différence avec Reed, c'est vraiment au niveau de la gestion du risque puis la qualité de ses passes. Si on reproche à Reed de trop passer, Rudolph, au contraire, concentre beaucoup son jeu autour de son tir. Ses passes, il en fait occasionnellement des très bonnes, mais des fois, ses passes manquent de précision, des passes d'impatin, etc., etc. Mais au niveau des mains, au niveau... même le jeu de transition n'est pas si mal, mais c'est vraiment au niveau des mains qui a gagné des points ici. C'est un gars qui va feinter beaucoup plus que les autres défenseurs dont il est question ici. Au niveau du tiers B, donc légèrement au-dessus de la moyenne, je me surprends, mais j'ai mis Keaton Verhoff, puis j'ai eu de la difficulté à l'évaluer. En fait, c'est que ses meilleurs moments pourraient être facilement dans le tiers A, qui est le tiers excellent, sauf que ses pires moments sont dignes du tiers D, peut-être même du tiers F. Je suis quand même allé dans le tiers B, question d'être un peu optimiste et de récompenser les meilleurs moments. Un peu comme son patin, il est plus que capable de transporter la rondelle, de compléter des entrées de zone, de tenter des passes ambitieuses. Le hic, c'est qu'il y a encore trop souvent des pertes de possession sous pression. Il va forcer des passes, aussi qu'il n'y a absolument aucun jeu possible. Il ne voit pas ses options en breakout. C'est encore probablement plus relié au sens du jeu qu'autre chose et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas tant baissé. Je pense qu'en termes de mains, ça se voit qu'il y a quand même des bonnes mains lorsqu'il s'active offensivement. Il est capable de transporter la rondelle en zone neutre, puis il est capable de réaliser des belles passes en zone offensive. Peut-être je suis un peu trop généreux pour lui, puis que ça va à l'encontre de ce que je dis d'habitude sur Verhoff. Mais ouais, j'ai décidé aujourd'hui que je le mettais dans le tiers B. Dans le tiers C, j'ai les 3 autres. Donc, Alberts Schmitz. Je pense que c'est là où Schmitz perd
un des deux piliers qui vont faire que sa projection s'écroule un petit peu, à mon avis. En fait, c'est que Schmitz tente énormément beaucoup de feintes. Fait qu'on aurait tendance peut-être à mettre son évaluation de main un petit peu plus haut, parce que c'est vrai qu'en zone offensive, c'est un gars qui virevolte. Mais j'ai souvent dit dans mes rapports chez Elite Prospects qu'il construit l'avion en plein vol. Bon, peut-être ça a rapport encore une fois au sens du jeu, mais dans ces jeux flashy puis agressifs qu'il va tenter, il va souvent se mettre dans le pétrin, puis il n'y a pas le niveau de main pour s'en sortir. Fait que oui, il y a des feintes créatives, mais il n'y a pas le contrôle de rondelle pour compléter ces feintes-là ou pour vraiment se sortir du trouble. En zone défensive, c'est un peu la même histoire. Il y a une partie de ça, encore une fois, qui vient du sens du jeu, mais je pense que ses mains limitent son efficacité en récupération ainsi qu'en relance. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans ce tiers-là. Oui, les flashs sont brillants. Il est capable d'effectuer de belles passes également et de transporter la rondelle en zone neutre. Puis je réitère, tiers C, moyenne, c'est pas mal, là. J'ai l'impression d'essayer de me justifier, mais il est bon, là. Le prochain, c'est Malte Gustafsson. Puis encore une fois, ses passes, en fait, le contrôle de rondelle, ses mains, ses passes, la transition, c'est un volet qui pourrait grandement s'améliorer, en fait. Il y a place à amélioration, mais je pense qu'il y a le runway également pour l'améliorer, c'est ça que j'essaie de dire. Généralement, j'aime ce que je vois de son contrôle de rondelle puis de ses passes. C'est un défenseur avec une excellente relance, une bonne exécution rapide après des récupérations. Je pense qu'il a assez de mains pour garder le contrôle lorsqu'il évade le forecheck également. C'est un gars qui est capable de passer sous pression aussi. Mais là où il perd des points, c'est juste qu'il ne projette pas comme un transporteur de rondelles au prochain niveau, ni comme un corps arrière en zone offensive. La base est là, je crois, mais je pense plus qu'il va devenir un défenseur efficace, capable de jouer avec les meilleurs, mais ça ne va jamais être le plus flashy. Et pour ça, je ne peux pas le classer plus haut que C, même si le contrôle est là. Au niveau de Carson Carrolls, c'est peut-être pas sa principale faiblesse, ou du moins son point le moins fort. Son contrôle, encore une fois, n'est pas dégueulasse. Je rappelle, on est dans le tiers moyen en ce moment. Fait que c'est très transposable LNH. Mais c'est un bon passeur, il a un bon contrôle de rondelle, il peut effectuer de bonnes premières passes, un peu comme Malte Gustafsson. Mais je pense que c'est son manque de dynamisme, encore une fois, avec la rondelle qui fait en sorte qu'il ne va pas tant que ça, tenter de déjouer tout le monde ou de prendre de grands risques à cet égard. Puis je mets un bémol, là. Si vous avez vu Carson Carrolls jouer, c'est un gars qui va s'activer extrêmement agressivement, qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre, mais c'est quand même beaucoup linéaire. C'est pas, c'est très nord-sud et moins est-ouest, grosso modo, c'est ça que j'essaie de dire. Fait que c'est pas un stay-at-home, là, comprenez-moi bien. Fait que il y a ces flashs-là d'activation très agressive, mais ça passe beaucoup par son patin et moins par ses mains. C'est une nuance quand même importante à apporter ici également. C'est un gars qui est efficace. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas le dropper trop non plus. Mais je pense que tout ça mis ensemble limite peut-être sa possibilité de jouer sur un PP1. Je vois plus Carrolls comme un gars top 4, fort possiblement deuxième paire, capable de jouer de grosses minutes parce que c'est un profil two-way incroyable. Je réitère, il y a le patin, la robustesse, etc., etc. Mais au mieux, je pense que c'est le genre de gars qui va piloter un PP2. Tu sais, peut-être genre de bottine à la Caden Goulet, qui sait, à voir. Encore une fois, personne dans le tiers D, personne dans le tiers F, peut-être je suis pas assez méchant, mais sont bons. Je le rappelle, c'est une très belle année de défenseurs. Je sais qu'on a été critiques, oui, à l'égard de cette cuvée-là, mais je suis optimiste. Puis je pense que c'est une cuvée qui est sous-estimée parce qu'il y a vraiment énormément de talent au niveau des défenseurs dans cette cuvée-là. Puis je pense que ce classement-là en est un bon exemple. Fait que si jusqu'ici, j'avais pas beaucoup de personnes dans le tiers D, là, je vais en avoir un dans le prochain. C'est au niveau du sens du jeu. Malheureusement, j'ai personne dans le tiers S, mais j'en ai 2 dans le tiers A, 2 dans le tiers B, 1 dans le tiers C et 1 dans le tiers D. Dans le tiers A, j'ai Carson Carrolls, probablement le joueur avec le meilleur processing global de ce groupe-là. Une belle anticipation, il lit bien les jeux, un jeu défensif déjà très mature et transposable. C'est le genre de joueur que tu peux mettre à la glace dans toutes les situations, puis il va jamais te faire mal. Le prochain, c'est Daxon Rudolph, également dans le tiers A. Puis j'ai hésité ici
à le mettre un petit peu plus bas. En fait, c'est que la prise de décision est vraiment problématique par moment. Ce qui est weird parce que je l'ai mais d'un autre côté, c'est un créateur de haut niveau. Il est excessivement intelligent dans la zone offensive. Puis je pense que c'est une qualité séparatrice qui mérite de voir sa cote monter dans le tiers A. Puis lorsque je vais vous parler du prochain joueur, je vais parler du sens du jeu, offensif versus défensif. Puis, gardez ça en tête parce que ça va être applicable à Rudolph. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté Rudolph dans le tiers A. Dans le tiers B, j'ai Chase Reed et Malte Gustafsson. Au niveau de Reed, personnellement, je pense que je l'aurais mis dans le tiers A, le tiers excellent, mais je vais me contenter de bon pour le moment. En fait, en zone offensive, je trouve Chase Reed très intelligent. Bonne prise de décision dans ses activations, dans ses rotations, dans sa sélection de tir ou de passe. C'est un joueur qui sait comment créer de l'espace, qui sait manipuler les défensives adverses également. Qualité similaire à Daxon Rudolph en ce sens. C'est en zone défensive où il est parfois plus désorganisé toutefois. J'ai beau m'en dire, puis c'est là le parallèle avec Daxon Rudolph, que ce soit offensif ou défensif, le sens du jeu, c'est la même affaire. S'il montre un bon sens du jeu en zone offensive, il n'y a pas vraiment de raison qu'il n'améliore pas son sens du jeu en zone défensive, à moins évidemment de limitation de moteur, de robustesse ou d'engagement. Mais des fois, juste par un bon coaching, de l'expérience et tout ça, le jeu défensif peut vraiment prendre une grosse coche si l'intelligence hockey est là. Je pense pas qu'il existe une intelligence hockey offensive, une intelligence hockey défensive. Je pense que l'intelligence hockey, c'est global. Ton anticipation, ton temps de réaction, que tu sois d'un côté ou l'autre de la glace, c'est similaire. Je pense vraiment que des fois, c'est un manque d'expérience et de coaching. Ou des fois, c'est que ces joueurs-là ont tellement été bons, puis je pense que c'est un des problèmes de Daxon Rudolph. Il a tellement été bon quand il était jeune, il avait toujours la rondelle, il n'a jamais eu besoin d'apprendre tant que ça le jeu défensif. Fait que peut-être que ça va venir. Mais j'en reparle tantôt du jeu défensif de Daxon Rudolph. Mais dans le cas de Reed, on entend souvent des critiques à son égard par rapport à son jeu dans sa propre zone. Mais je pense pas que ça va être un problème dans la LNH. Je persiste à croire que ça va être un gars au profil two-way qui va être excellent dans les trois zones. Fait que c'est ça. T'sais, pour l'instant, je dirais qu'il est tiers excellent en zone offensive, tiers moyen en zone défensive. Fait que j'ai mis ça dans le milieu pour pas faire chier personne. Mais je pense que les chances sont excellentes que Chase Reed va devenir excellent au niveau du sens du jeu global et dans toutes les facettes du jeu d'ici quelques années. L'autre dans le tiers B, Malte Gustafsson, c'est une autre chose que j'aime beaucoup chez lui, son sens du jeu. Même si c'est pas le plus créatif, je pense que son anticipation, ses lectures de jeu, ses habitudes de scanning, de rotation, de positionnement, tout ça est exemplaire. Je pense que le sens du jeu pour jouer, c'est un top 4 dans la LNH, mais je pense que c'est le petit côté spécial qui lui manque, qui pourrait être classé plus haut. Mais encore là, tiers B, qui est très bon. C'est pas piqué, là. Au niveau du tiers C, j'ai un joueur ici que je classe moyenne LNH. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus bas, en fait, là. Mais je vous explique tout ça. Je pense que c'est un gars, c'est ça, j'aurais pu mettre plus bas. Puis je pense qu'il pourrait toutefois monter dans les années à venir. Je pense que le chaos puis sa prise de décision, ben c'est Albert Schmitz, je sais pas si je l'ai nommé, là, désolé, Albert Schmitz que j'ai dans le tiers C. Je pense il y a trop de mauvaises prises de décision avec la rondelle pour justifier de le mettre plus haut. Puis je pense que ses pires moments auraient justifié d'être mis dans le tiers D, donc sous la moyenne. Toutefois, il a tellement été bon contre des adultes et à tous les niveaux cette année, je peux pas voir qu'il est tant que ça en dessous de la moyenne, tu sais. Je pense pas que ça va jamais être un joueur cérébral. Il risque de faire beaucoup d'erreurs, encore une fois. Puis c'est pour ça que je le mets dans la catégorie moyenne. Mais je pense qu'il y a des flashs brillants. Il montre une belle capacité à s'adapter, à jouer contre un niveau de jeu plus élevé, plus soutenu, des joueurs plus forts, plus rapides également dans les ligues pour adultes. Il a tiré son épingle du jeu, je le rappelle, contre les meilleurs attaquants de la LNH aux Jeux olympiques.
Fait que même si je le prends de manière isolée, puis je pense que son sens du jeu est sous la moyenne, j'ai quand même été réaliste ici, puis je l'ai mis dans le tiers C, Albert Schmitz. Tiers D, vous aurez compris, j'ai Keaton Verhoeff, parce que c'est là que la chaîne débarque pour lui. Puis je pense même pas exagérer ici en le mettant dans le tiers B. Certes, il y a des flashs créatifs, Verhoeff, il y a des séquences d'activation qui laissent croire à un potentiel plus élevé, sauf que les bourdes s'accumulent tellement autant en zone offensive qu'en zone défensive, que c'est difficile pour moi de croire qu'il y a un sens du jeu dans la moyenne niveau LNH, du moins en date d'aujourd'hui. Les jeux sous pression sont très fastidieux. Il va forcer des jeux. Il vient très tunnel vision. Il crée énormément de revirements qui étaient simplement évitables. Je trouve pas qu'il va lire bien les situations en breakout. Il va manquer de synchronisme. Il semble souvent derrière le jeu. Il est tout le temps en mode réaction. Puis des fois, je dirais qu'il a une aussi bonne vision qu'Andrea Bocelli. Ça vous donne une idée. C'est le genre de joueur qui est à son meilleur quand le jeu ralentit, ce qui lui offre peut-être la porte de devenir un joueur un corps arrière sur le jeu de puissance. Tu sais, je réitère, c'est un gars qui a des bonnes mains, qui a un bon lancer, qui a beaucoup de dare dans son jeu offensif également. Fait que en situation de powerplay, peut-être qu'Eden Verhoeff y trouverait son compte. Mais présentement, je lui ferais pas confiance pour jouer de grosses minutes ni pour affronter les meilleurs joueurs adverses. Il y a un petit manque de jugeote, comme la personne qui a pensé que c'était une bonne idée de faire un logo de Spotify en boule disco. C'est ça. Dernière catégorie, en fait, pour les défenseurs, top 15. Au niveau de la défense et du jeu physique, j'ai un gars dans le tiers S, un gars dans le tiers A, un gars dans le tiers B, deux gars dans le tiers C, pardon, et un gars dans le tiers D. Dans le tiers S, j'ai celui que je surnomme Gandalf Malte Gustafsson. C'est vraiment là où Gustafsson excelle. Bon, peut-être que je suis généreux, peut-être que j'aurais juste dû le mettre dans le tiers A. Ça demeure un défenseur qui n'a même pas 18 ans encore. Mais je pense que c'est la combinaison parfaite pour devenir un des joueurs les plus robustes et les plus forts du draft, en plus d'être possiblement le meilleur défenseur shutdown de toute la QV, autant en défensive positionnelle qu'en défensive de transition. Il ferme les écarts excessivement rapidement. Il a un bâton très actif, un bâton précis qui cache bien ses intentions. Il est vraiment bon pour poke-check la rondelle tout en complétant sa mise en échec sans franchir la barre, la ligne grise en fait de l'obstruction. Il a une agressivité contrôlée, un très bon timing défensif. Il est très fort autour de son filet. Il est long le long des bandes, oui, il est fort le long des bandes. Il est quand même long aussi. À 6 pieds 4, il va box out des joueurs, il va sceller des rondelles le long des bandes, il absorbe des contacts, puis son combo mobilité, longue portée, fait qu'il couvre énormément de glace. Je pense qu'il va devenir un monstre défensif, excellent en récupération, excellent en relance. Genre de gars qui ramasse tout comme un nombril. Dans le tiers A, j'ai Carson Carrolls. Un cas un peu similaire à Malte Gustafsson, justement, mais je dirais une bébé coche en dessous, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le tiers A. Ou si le fait que ce soit 6 pieds 2 et non 6 pieds 4, ça vient un petit peu impacter, mais je pense pas que ça va empêcher Carrolls de devenir un des très bons défenseurs défensifs dans la LNH. Robuste, très transposable. C'est un gars qui va, terminer ses mises en échec, il va jouer fort également le long des bandes, également capable de box out des joueurs, bon contre le rush également. Fait que, bref, un gros gars fort qui me fait penser au gars du Luxembourg avec des pantalons trop hauts qui dit « Je fais du fitness ». Dans le tiers B, j'ai Albert Schmitz. Il y en a plusieurs qui me parlent souvent de Schmitz comme étant un moteur offensif puis un défenseur dynamique en zone adverse. Et moi, je pense que c'est son jeu physique et défensif qui le rend facilement transposable dans la LNH, plus que son jeu offensif. Schmitz est très bon en bataille, il peut protéger son filet. Il a une défensive de rush quand même honnête, avec un bon contrôle d'écart puis une belle protection de l'intérieur, un bon bâton actif. Bref, certaines prises de décision à raffiner dans sa propre zone avec la rondelle sous pression.
mais je pense que tout est là pour qu'il devienne un solide défenseur défensif. Fait que tiers B, c'est là que je l'ai pour l'instant. Mais dans la LNH, il pourrait devenir meilleur que ça. Je pense que tout est là pour ça. Tiers C, j'en ai deux. J'ai Chase Reed. Un peu comme son sens du jeu, je pense que la base est très encourageante pour Chase Reed en termes de jeu défensif et physique. Puis je pense qu'il pourrait monter d'un tiers ou deux dans les années à venir. Il a quand même un bon bâton défensivement. Il est capable de neutraliser des contre-attaques. Je trouve qu'il prend des bons angles. Sauf que ça, l'impact physique est inconstant. J'ai vu des bonnes séquences où il peut jouer robuste, quelques très beaux plaqués open ice, mais d'autres séquences un peu plus décevantes, des séquences également dans lesquelles il se fait battre par l'extérieur en zone défensive. Puis aussi, bon, physiquement, ce qui est peut-être un peu moins encourageant et qui fait qu'il est dans le tiers C en ce moment et non dans le tiers B comme un Schmitz. Je pense que c'est pas un gars qui est naturellement méchant non plus, donc ça limite quand même peut-être l'upside physique, mais je pense que tout est là. Fait que c'est pour l'instant, mais je pense que Reed a un plafond plus élevé que ça. Parlant de plafond élevé, Keaton Verhoff est également dans le tiers C, physique et défensif. J'aurais peut-être pu le mettre dans le tiers B. Je m'autocritique là-dessus. Parce que le jeu robuste, en fait, mériterait d'être dans le tiers B au minimum. Mais il y a deux choses. Son jeu défensif vient nuire à sa cote, mais aussi, je pense pas que son jeu défensif soit si bon que ça. Je pense que dans quelques rapports d'évaluation, son jeu robuste est surévalué. Il y a peut-être le plafond physique le plus élevé, toutefois, peut-être à part Malte Gustafsson, mais je pense que je pense que son jeu physique est un peu surévalué, puis je pense vraiment que c'est le jeu défensif qui vient réduire ici sa valeur. Mais encore une fois, tout ça est un peu, je pense, le résultat de son manque d'agilité puis sa vitesse d'analyse sous la moyenne. Je pense que tout est là pour qu'il devienne un bon défenseur défensivement, mais je pense qu'en ce moment, le fait qu'il y a de la misère à matcher les pieds des attaquants adverses, qui est souvent en retard sur le jeu, à prendre de bonnes décisions, ça fait que son jeu défensif est quand même mauvais. Relativement bon pour compter le rush, je dirais, mais c'est vraiment dans sa zone où ça tourne vite. Mais encore une fois, le potentiel, il est là. Il est grand, il est athlétique, quand même assez puissant déjà. Il y a une portée aussi longue que ce qu'on voit dans le documentaire Tabarnak de Offenbach. Et ça, à 1 heure, 33 minutes et 55 secondes, plus précisément. Fait que longue portée. Puis je pense que Verhoff pourrait facilement se retrouver dans le tiers S élite après quelques saisons dans la LNH parce que tous les outils sont là. Il faut juste qu'il améliore sa prise de décision, sa vitesse d'analyse et son patin. C'est quand même des choses pas faciles à améliorer. Mais c'est ça. Ce que je tente d'illustrer ici, en fait, c'est que même si son plafond est élevé, je pense qu'il y a plusieurs failles à régler, puis je pense que c'est plus un projet qu'on pense. Puis le dernier, mais non le moindre, le seul que j'ai dans le tiers D au niveau défensif et physique, c'est Daxon Rudolph. Parce que c'est vraiment là où les choses se compliquent, puis qui fait que je suis pas si chaud sur lui. Certes, il fait 6 pieds 2, mais Rudolph est souvent lâche. Il manque de sentiment d'urgence, d'engagement physique. Il est souvent passif, il est lousse, il abandonne sur certains jeux même. C'est un joueur assez frustrant, je dirais, défensivement. Puis c'est dommage parce que l'an dernier, puis au Linka, j'étais convaincu qu'il allait se développer un certain jeu two-way puis qu'il deviendra un lock dans tous les top 5 cette année. J'avais vu des beaux flashs de défense contre le rush avec un beau bâton actif, mais plus souvent qu'autrement cette saison, j'ai trouvé ça assez tough. En grande partie à cause de sa passivité. Puis je pense que tout ça pourrait limiter son rôle dans la LNH, à moins de faire un 180 complet. Fait en conclusion, si on regarde tout ça dans l'ensemble, je pense que c'est assez clair que j'ai Chase Reed et Carson Carrolls en plus haute estime que les autres. J'ai Reed 3e sur mon board depuis l'automne et Carson Carrolls a été en constante montée. En fait, j'ai toujours aimé Carrolls, mais j'avais des questions sur l'upside offensif, puis c'est pour ça que je le montais pas tant que ça. Mais il a su répondre à ces questions-là en cours de saison, contrairement à d'autres joueurs. Maintenant, j'ai plus de questions autour de Carson Carrolls.
son profil est très clair. Pour moi, sa projection est évidente. Puis présentement, je dirais que je le classe plus proche de Ivar Stenberg et de Chase Reed dans mon évaluation et dans ma projection que celui que j'ai au 5e rang. Bref, je vois quasiment un tiers là, avec Stenberg, Reed et Carrolls, même si j'ai encore Reed devant lui. Je pense que Reed est pressenti pour devenir un défenseur numéro 1 dans la LNH. Je suis même prêt à dire qu'il pourrait devenir un des 15 meilleurs défenseurs de la Ligue. Surtout s'il joue à San Jose, ça va être une belle chaise pour lui. Je suis toutefois pas convaincu que ça va être un gars de PP1. Ça va vraiment dépendre du contexte, mais je pense qu'il y a tout pour devenir un défenseur de confiance dans la LNH. Carson Carrolls va probablement jamais avoir l'étiquette de numéro 1 toutefois. Je le vois devenir un défenseur de première paire, un mangeur de minutes, un genre de complément parfait à un gars comme Zane Parekh, mettons, puis il risque d'être disponible au rang justement des Flames. Daxton Rudolph, probablement le plafond offensif le plus élevé du lot, probablement même de tout le draft. Je pense que il va devenir un corps arrière, mais il y a des lacunes défensives, un manque d'engagement, puis un patin juste correct. Tout ça fait en sorte que il y a des limitations qui me font quand même peur et qui font que je l'avais personnellement pas dans mon top 10. Mais il pourrait devenir un des meilleurs défenseurs de la QV. Je pense qu'il y a tout quand même pour devenir un défenseur numéro 1 si le développement est bon. Mais il pourrait également devenir un défenseur 5-6 que tu dois protéger à 5 contre 5 si jamais il ne développe pas son jeu all-around. Puis je trouve qu'il y a des forces puis des faiblesses qui me rappellent un peu Zane Parekh. Évidemment, Parekh était un meilleur patineur puis son shot était une coche au-dessus. Rudolph, en contrepartie, il est plus grand, il a peut-être un meilleur potentiel défensif. Bref, ils sont pas pareils pantoute, mais je vois quand même plusieurs parallèles en termes de un shooter de haut niveau qui aime feinter, mais bon, passif et désengagé défensivement, droitier également, et probablement le meilleur défenseur offensif de sa QV. Fait quoi? J'aille pas la comparaison avec Zane Parekh, plus j'y pense. À l'inverse, Malte Gustafsson, lui, c'est une vraie sure shot. Il est déjà très près de la LNH, à mon avis, du moins pour commencer sur une 3e paire, mais je pense que, comme Carrolls pourrait devenir un joueur capable de jouer plus haut dans l'alignement, sans toutefois avoir l'apport offensif de Carson Carrolls. Je pense que Gustafsson a un des planchers les plus élevés du draft. Puis je pense qu'il y a une véritable possibilité qu'il devienne un défenseur top 4 malgré ce manque d'offensive-là. Je pense que c'est un gars qui a énormément de runway et de place à développement devant lui, qui n'a aucune faiblesse majeure, à part peut-être justement son manque d'offensive. Mais il est grand, il est intelligent, il est robuste, très bon défensivement, il a déjà prouvé qu'il est capable de jouer contre des messieurs. Fait que Gustafsson, je pense qu'il va, dans un redraft, il va excéder son rang de sélection, parce que je ne m'attends pas à le voir sortir dans le top 10. Je m'attends à le voir glisser peut-être un petit peu plus au profit d'attaquants, surtout considérant que c'est un gaucher. Mais je pense que dans un redraft, dans quelques années, il ne serait pas surprenant de voir Gustafsson être pas loin du top 5 des meilleurs joueurs de la QV. Albert Schmitz, c'est un autre qui pourrait jouer dans la LNH dès l'an prochain, à mon avis. Puis qui en monte plus offensivement que Gustafsson. Mais je pense que le sens du jeu est ce qui lui nuit un petit peu. Malgré tout, Schmitz a bien paru quand il a représenté son pays, la Lettonie, que ce soit au championnat mondial ou aux Olympiques. Je pense qu'il pourrait, lui aussi, devenir un défenseur top 4 dans la LNH. Je suis juste moins convaincu du plafond offensif que, mettons, un Carrolls, Reed ou Rudolph. Dans le cas de Keaton Verhoff, il y a peut-être le plus beau plafond général vu ses outils. Je réitère, 6 pieds 4 droitier, mais je pense que c'est de loin le plus raw du groupe. Défensivement, c'est tough. Le patin, il est rough. Puis moi, je suis rough et tout. C'est la toune, en tout cas. L'attaque n'est pas aussi élite qu'un Rudolph. Rudolph, il y a des lacunes défensivement, mais il vient compenser avec un jeu offensif élite. C'est pas le cas pour Verhoff. Je pense toutefois que pour Verhoff, le plancher est relativement élevé juste par le profil et par les opportunités qu'il va avoir.
parce que je pense que c'est un gars qui va avoir toutes les occasions au monde de se faire valoir dans la LNH. Puis il pourrait, un peu comme Rudolph, autant devenir un sixième défenseur qu'un défenseur numéro un. Je pense que la porte est ouverte quand même pour qu'il devienne un défenseur numéro un dans la LNH, mais il y a du travail à faire. Certains parlaient d'un Aaron Ekblad en début de saison, d'autres parlent maintenant d'un Colton Parayko. Est-ce que Owen Power pourrait être une comparaison également? Je sais pas, mais j'ai mes craintes envers Verhoff, je vous l'ai dit à maintes reprises. J'ai hâte de voir si je surcompense pour ses lacunes, puis oublier à quel point il était bon l'an dernier, puis à quel point il est jeune également, puis que c'est pas un produit fini. Sauf qu'en même temps, les drapeaux jaunes sont importants, c'est des drapeaux jaunes très difficiles à améliorer. On parle de sens du jeu et de patin, deux affaires difficiles à améliorer. Puis je ramène encore une fois le parallèle avec David Jiricek à son année de draft. C'est quasiment un copier-coller des mêmes lacunes. Puis si c'est un autre David Jiricek, c'est normal qu'il ait certaines craintes parce qu'il ne s'est pas développé comme prévu, évidemment. Fait que, mettons que je classe overall ces 6 défenseurs-là que je vois top 15 cette année, puis que je les classe à travers des autres défenseurs repêchés top 15 dans les 3 derniers drafts, mais selon l'évaluation que j'en faisais à leur année de draft, qu'est-ce que ça donnerait en fait? En fait, dans la catégorie le tiers élite, je n'ai qu'un seul défenseur et c'est Matthew Schaefer que j'avais classé numéro 1 et qui est sorti numéro 1. Fait que oui, j'aime beaucoup Chase Reed et compagnie, mais pour moi, Matthew Schaefer est encore une coche au-dessus. Encore une fois, je réitère, dans les bottines de son année de draft. Là. Dans le tiers excellent, j'ai surprenamment 5 défenseurs. J'ai Chase Reed, que probablement je choisirais premier après Schaefer. Ça fait du sens parce que c'est le défenseur que j'ai classé le plus haut depuis. Je l'ai 2e sur ma liste, je réitère. Ensuite, si je vais être conséquent, j'aurais Zeev Bouillum, que j'avais classé 4e en 2024. Et après, j'aurais Carson Carrolls, que j'ai 4e cette année sur ma liste. Je dirais en date d'aujourd'hui, probablement que je préfère Carrolls, mais j'aimais énormément Bouillum à son année de draft. Fait que c'est pour ça que je dis que j'aurais probablement eu Bouillum devant. Ensuite, après Carrolls, j'aurais Artem Levchunov, que j'avais classé 5e en 2024, et Sam Dickinson, que j'avais 7e en 2024. Ensuite, on drop d'un tiers. On voit que le tiers bon. C'est là que encore une fois, je rappelle, c'est dans les bottines de leur année de draft. Fait que dans le tiers bon, j'aurais Carter Yakimchuk, que j'avais 11e en 2024. Jackson Smith, que j'avais 7e l'an dernier. Puis ensuite, j'aurais Gustafsson Schmitz Rudolph, suivi de Zane Parekh, que j'avais 16e en 2025. J'ai mis Rudolph Parekh back-to-back. C'est pas un hasard. En fait, Gustafsson Schmitz Rudolph, c'est l'ordre que j'ai sur mon board. Ou j'ai peut-être Gustafsson Rudolph ou Gustafsson Schmitz Rudolph. En tout cas, ça ressemble à ça. Mais j'ai Rudolph en arrière des deux autres, c'est sûr. Puis Parekh, je l'avais 16e en fait en 2025. Je voyais là, le potentiel offensif, là, évidemment, là, je ne suis pas un idiot, mais c'est vraiment la passivité et le jeu défensif et physique qui me faisait énormément peur pour Parekh. Puis j'ai les mêmes craintes pour Rudolph, mais je préférerais Rudolph, même si l'offensive, du moins le tir, est moins élite que Parekh. Je pense qu'il y a plus place à développer ce jeu two-way-là dans le cas de Daxon Rudolph. Puis ensuite, j'ai le tiers moyen. Donc, Murtica, que j'avais 17e en 2025. J'avais des questions, Murtica, aussi sur son patin, son sens du jeu, un peu similaire à Verhoff, mais pas au même niveau. J'étais quand même plus high sur Murtica que je le suis sur Verhoff quand même. Ensuite, Reinbacker, que je voyais pas nécessairement d'attributs offensifs élite. Silayev, que j'avais 15e en 2025. En 2024, pardon. Lui aussi, tu sais, je voyais pas nécessairement d'attributs élite pour jouer sur un top 4. Et ensuite, j'aurais Keaton Verhoff. Puis là, je dis pas que j'ai Verhoff 20e sur mon board. Je garde ça secret. Mais ouais, c'est ça. Je l'ai plus bas que des gars que j'avais classés 17e, comme vous pouvez voir.
Mais c'est ça, tous les drafts n'étaient pas égaux. Fait que ça veut pas dire que j'ai les 20e. Puis après, Simachev et Willander, peut-être même là, que ces gars-là, j'aurais dû les mettre un tiers plus bas. Mais bref, tout ça pour vous donner un contexte d'où, avec mes évaluations de leur année de draft respective, comment je classerais ces défenseurs-là. Évidemment, après le draft, avec ce qu'on connaît maintenant des gars comme Parek et compagnie, probablement que cet ordre-là changerait. Mais je pense que c'est pas si loin que ça quand même de qu'est-ce que je ferais maintenant. Il y a peut-être Jackson Smith là, que j'étais peut-être trop high sur lui l'an passé. Mais encore là, ça fait juste un an qu'il a été repêché. Ne tirons pas la serviette. Fait que ça fait le tour pour les défenseurs. J'ai déjà 1 heure de fête. Jésus-Christ, j'espère que ça va aller vite pour les attaquants. Pour les abonnés Patreon, je vous ai dit que j'allais vous parler de Villeneuve, Lynn, Blyle et Bilecki. Je vais faire ça sur patreon.com, /briser la glace. Je vais simplement vous dire de manière improvisée où c'est que j'ai situé dans tout ça avec les défenseurs, les 6 défenseurs de qui je viens de parler. Fait que si ça vous intéresse, patreon.com /briser la glace. Fait que passons au bloc suivant. Je vais comparer 5 attaquants de puissance ou attaquants défensifs two-way qui projettent plus en début de 2e ronde, mais qui pourraient être de belles cibles pour le CH en fin de première ronde, parce qu'on sait que le CH va repêcher 31e, ou encore pour les sénateurs d'Ottawa qui vont repêcher 32e. Encore une fois, félicitations pour votre coupe. Fait qu'il y a 5 gaillards de qui je veux vous parler ici. Certains de qui je vous ai déjà parlé, d'autres de qui ça fait un bout que je vous ai pas parlé ou que je vous ai pas parlé du tout. Je parle de Ryder Kelly, Casey Mutrin, Jonas Sivertson, Simas Ignatavicius et Gleb Pugachev. Même principe que ce que j'ai fait tantôt. Petit pitch d'ascenseur pour vous introduire c'est qui ces bonhommes-là. Puis on passe ça catégorie par catégorie. Mais là, j'ai fait un petit pimpage. Vu que les attaquants, j'ai séparé la fabrication de jeu des mains. Pourquoi? C'est mon podcast, je fais ce que je veux, calice. Le premier, Ryder Kelly, attaquant, qui joue parfois au centre, fait que ça, c'est quand même de quoi d'intéressant à noter. 6 pieds 1 et demi, 219 livres, né le 6 septembre, donc à moins de 2 semaines d'être éligible l'an prochain. Tu sais, il est 50 semaines plus jeune que genre Ryan Rubrook. Puis que c'est ça, parfois, j'ai comparé une version nos compliments de Ryan Leonard. Pour moi, c'est très flatteur. Bon patineur, bon tireur, bon passeur, mais surtout un gars assez robuste avec du chien et un très bon jeu le long des bandes. Un des coups de cœur cette année, vous le savez. Le prochain, c'est Casey Mutrin, gros allié de 6 pieds 3, 203 livres, né également à l'été, donc dans le sens qu'il est né en juillet, là, pas dans le sens qu'il est né la tatine aux lèvres, là, quand je dis qu'il est né à l'été. En tout cas, ailier robuste, de puissance, avec de magnifiques flashs de playmaking, mais un patin et un pace décevant. Jonas Sivertson, peut-être la version marqueur de Mutrin, 6 pieds 3, 194 livres, né le 27 août, donc lui aussi presque éligible l'an prochain. Un attaquant de puissance qui a énormément progressé puis qui a connu des grosses séries dans la WHL. Tout comme Mutrin, patin problématique, mais un joueur très robuste qui protège bien la rondelle avec un excellent lancer et certains flashs de playmaking en espace restreint, mais très transposable. Ensuite, Simas Ignatavicius, un gars peut-être un peu plus all-around que les autres, mais également 6 pieds 3, qui peut aussi jouer au centre, mais qui joue en ligue professionnelle suisse cette année. C'est un late, mais c'est un gars mature, fiable, sans faiblesse véritable, qui pourrait probablement jouer dans la LNH d'ici quelques années dans un rôle de profondeur. Je pense que son attaque est peut-être sous-estimée, vu le contexte dans lequel il jouait. Je réitère dans un rôle de profondeur contre des messieurs, mais il a prouvé par le passé que c'est un gars qui est capable de dominer dans son groupe d'âge, puis qui peut être un bon moteur offensif également. Puis le dernier, mais non le moindre, Gleb Pugachev, ailier, 6 pieds 3, 198 livres, simplement un train. Il est gros, il est rapide, il est extrêmement robuste, mais il n'a pas la finesse ni l'intelligence hockey que les autres ont. Il projette néanmoins comme un bulldozer de 4e ligne, un genre de Alexei Toropchenko, mais plus petit. C'est un joueur affogato, je dirais. Il y a juste 2 ingrédients. Il est rapide, il est robuste, mais c'est simple, mais tellement efficace. Ça plaît à tout le monde. Puis il s'appelle Gleb.
Fait que bref, parlons du patin. Il n'y a aucun de ces gros bonhommes-là qui est dans le tiers S, mais j'en ai un dans le tiers A. Et c'est justement Gleb Pugachev. Vraiment un patineur surprenant, rapide, mais puissant surtout. Très bon patineur en ligne droite, difficile à contenir, qui joue avec haute intensité. Parce que quand je parle de patin, j'évalue pas juste le output ou les mécaniques, mais tu sais, le pace, l'intensité vient rentrer un petit peu là-dedans également. C'est un gars que je trouve solide sur ses pieds, qui a une belle posture profonde, une belle vitesse maximale. Il manque d'agilité toutefois, de fluidité latérale aussi, de finesse, mais c'est pas grave, vu son profil. C'est un gars nord-sud. Bon, peut-être un peu prévisible, mais c'est un train difficile à arrêter. Gleb Pugachev. Dans le tiers B, j'ai seulement un joueur. C'est Ryder Kelly, patineur explosif, puissant en ligne droite, qui arrête pas de bouger ses pieds. C'est un gars qui patine agressivement en crossover, qui a un bon pace, qui est capable de jouer à travers du contact également. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Il est quand même bon techniquement, avec une belle posture profonde. Sauf que la raison pour laquelle il n'est pas dans le tiers A, ben, c'est le manque de vitesse séparatrice, puis le manque d'agilité, puis de créativité dans ses mouvements. Je pense que c'est un patineur puissant, qualité recherchée dans un attaquant de puissance, mais c'est vraiment pas un patineur élite. Je l'ai mis, c'est ça, au-dessus de la moyenne. Au niveau de la moyenne, j'ai Simas Ignatavicius, dans le tiers C. Bon patineur, rapide en ligne droite, fluide, mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas plus haut, c'est son explosivité, puis peut-être un manque de pace et dynamisme. Mais je l'ai mis dans la moyenne. Une des raisons aussi, c'est que c'est un late. Mais c'est ça. Il y a peut-être une possibilité de monter un tiers de plus parce que je pense qu'il y a les outils pour améliorer son patin et une assez bonne technique ou des assez bonnes mécaniques pour avoir ce runway-là. Dans le tiers D, donc en dessous de la moyenne, Casey Mutrin, puis je dois le dire d'emblée, je suis vraiment pas un fan de Mutrin. J'ai vraiment eu de la misère cette année à trouver des bons visionnements, fait que je vais essayer d'être un peu objectif dans ces classements-là. Fait que ça se peut que ça détonne un peu de ce que je pense véritablement, mais pour moi, son patin est quand même une grosse lacune. Non seulement je le trouve lent, mais je le trouve pas puissant. Je trouve qu'il y a des enjambées courtes, une posture inefficace, puis un manque de rythme. Puis tout ça, c'est pas encourageant pour une amélioration au prochain niveau. Fait que, ouais, en dessous de la moyenne, puis je pense que ça va... S'il améliore, ça va être au mieux dans la moyenne. Mais je vois quand même un patin problématique ici. Parlant de problématique, oui, il y en a un de qui je ne vous ai pas parlé. Il est dans le tiers F, Jonas Sivertson. Sauf que il est à la limite là, d'être dans le tiers avec Mutrin. En fait, je pense que son patin est en grosse progression, puis ça me met en grande confiance. Je trouvais il y a quelques mois que ses enjambées étaient courtes, genre de posture droite, mais que le dos cambré, ça fait qu'il manquait de puissance dans ses enjambées, il manquait de vitesse. Mais en série, il semble avoir pris une bonne coche. J'ai vu des séquences, là, entre autres, j'ai une séquence en tête de lui qui était dans une course pour la rondelle, puis sa technique était pas loin d'être optimale, tu sais. Très belle flexion des chevilles, bel angle dans les genoux, dans le fond, le genou en avant des orteils, extension complète, un bel alignement de la colonne également. Fait que c'est pas constant, mais s'il fait ça de plus en plus dans son patin à ligne droite, il pourrait monter de 1-2 tiers facilement. Je pense pas que ça va jamais devenir un patineur élite. Tu sais, on s'entend, le patin, c'est une des choses les plus difficiles à améliorer. Mais je pense que sans aucun problème, Jonas Sivertson pourrait devenir un patineur sous la moyenne. Puis je pense pas que la moyenne soit si hors de portée que ça. Fait que je pense pas que ça va être un problème au prochain niveau. Au niveau du lancer, j'ai personne dans le tiers S. J'ai personne dans le tiers A, mais j'en ai 3 dans le tiers B, donc légèrement au-dessus de la moyenne. J'ai Pugachev, Sivertson et Kelly. Dans le cas de Pugachev, je considère que c'est le meilleur tir du lot. Il y a une grosse vélocité, un tir puissant, dégainé rapidement, dangereux en mouvement, capable d'avoir un bon tir sur réception également. Ce qui le retient de monter d'un A, d'être dans le tiers excellent, encore une fois, c'est sa prévisibilité, comme son patin. Il n'y a pas de manipulation dans son jeu. Il force beaucoup de tirs. Il n'y a pas de changement d'angle. C'est un gars straight to the point. Mais encore là,
pour son type de profil de grinder nord-sud, c'est pas grave. Son tir pourrait devenir une arme redoutable, mais encore là, si c'est tout le temps le F1 parce que justement il est rapide, il est physique, je sais pas à quel point ça va tant être important pour lui au prochain niveau, mais à voir. Dans le cas de Jonas Sivertson, toutefois, les récentes séries éliminatoires dans la WHL m'ont permis d'apprécier encore plus son tir. Puis Sivertson jouait pour mon piercing préféré, le Prince Albert. Je pense que son tir passe vraiment sous le radar en ce moment. Je l'ai vu faire des très bons catch and release, un tir vif et précis du bumper, puis surtout, il comprend comment attaquer l'espace libre. C'est un tireur plus cérébral, je dirais, que Gleb Pugachev. C'est pas un tireur trompeur non plus. Il n'y a pas vraiment de tireur trompeur ou dynamique dans ces gars-là, on s'entend. Mais je pense que Jonas Sivertson, c'est le genre de gars qui peut enfiler l'aiguille dans des jeux rapides sur une attaque installée. Fait qu'un gars qui va un peu plus peut-être shiner qu'un Pugachev dans la Ligue nationale au niveau des offensives soutenues sur le cycle ou encore même sur le power play. Pugachev, je réitère, c'est plus un gars que je vois nord-sud. Dans le cas de Ryder Kelly, qui est également dans ce tiers-là, je pense que c'est un des tirs sous-estimés également. Un tir lourd, dégainé rapidement, capable de faire des catch and release ou de tirer en mouvement. C'est pas le plus précis, ni le plus créatif, ni le plus cachetier, mais c'est un beau tireur direct qui n'hésite pas. Je pense que ça va payer. Puis c'est un des bons parmi ces gars-là. Probablement le meilleur pour décocher off the rush. Fait que ça, c'est une belle qualité également. Plus un finisseur complémentaire, toutefois, qu'un driver offensif de top 6. Fait que je pense que c'est pourquoi il n'est pas plus haut que ça. Mais encore là, on parle de gars qui vont être repêchés en début de deuxième ronde, peut-être milieu de deuxième ronde, ou peut-être fin de première ronde. Bref, entre 25 et 40, là, je devrais le dire comme ça. Mais Ryder Kelly, c'est lui là, pour qui je suis peut-être le plus optimiste de jouer plus haut dans un line-up. Au niveau du tiers C pour le tir, toujours, j'ai les deux derniers, Simas Ignatavicius et Casey Mutrin. Dans le cas de Simas, le contexte de la Ligue Promotion en Suisse lui permet pas vraiment de s'amuser offensivement. Fait que c'est quand même difficile d'évaluer son lancer. Mais j'ai vu quelques bonnes dégaines de sa part. Puis quand il a joué contre son groupe d'âge, son shot semblait déjà de calibre LNH. Sauf que je sais pas si... l'échantillon est trop faible pour dire qu'il projette vraiment dans un rôle de marqueur dans la LNH. Je pense plus que ça va être une arme secondaire à son jeu défensif. Au niveau de Casey Mutrin, ça m'a jamais paru comme étant une force dans mes visionnements son lancer, mais ça m'a jamais paru comme étant une faiblesse non plus. Alors, je me dois de le classer moyen, même si je voudrais le classer un tiers en dessous de ça. Mutrin, c'est vraiment plus un profil de fabricant de jeu, je trouve. Fait que je m'en fais pas trop avec ça. Mais j'ai vu des beaux flashs de lui qui est dangereux autour du filet. Mais tu sais, il projette pas comme un joueur qui va jouer comme Triggerman, qui va être une menace tant que ça sur le rush. Je pense pas que ça va être un... Tu sais, s'il joue sur le power play, ça risque d'être plus... au half-wall, peut-être devant le filet, mais je le vois pas trop comme un gars sur le bumper ou quoi que ce soit. C'est plus un distributeur, puis un gars qui est capable de catcher des rebounds autour du filet, plutôt que vraiment un sniper. Au niveau de la fabrication de jeu, ça aussi, il n'y a pas grand-chose d'élite. Il n'y a personne dans le tiers S, personne dans le tiers A, donc aucun fabricant de jeu élite, aucun fabricant de jeu excellent. Mais j'ai 3 gars dans le tiers B, j'ai manqué en mettre 4. Donc les 3 dans le tiers B, j'ai Mutrin, Ignatavicius et Ryder Kelly. Et c'est Sivertson que j'ai manqué monter avec eux. Mais je me suis dit, je le ferai pas, je pense que c'est un peu trop un recency bias. Mais dans le cas des autres, ils ont quand même montré cette saison qu'ils étaient capables de le faire. Dans le cas de Mutrin, sa fabrication de jeu, j'en ai parlé, mais c'est sa plus grande force. Puis c'est la raison pour laquelle il est aussi haut sur les classements. On le voit classé en fin de première ronde à plusieurs endroits. C'est un très bon passeur. Mais encore une fois, la raison pour laquelle je l'ai moins aimé cette saison, c'est que les flashs étaient limités dans mes visionnements complets. Mais ce que j'ai fait pour me faire un genre de sanity check, parce que clairement, ce que je pensais de Casey Mutrin allait à l'encontre de ce que nos scouts chez EP voyaient et ce que je lisais en ligne. Fait que j'ai checké
toutes ses fucking passes cette saison pour voir ces flashs-là de playmaking. Puis je suis tombé sur des belles séquences. Évidemment, j'ai vu à peu près toutes les passes qu'il a faites cette saison. De la belle vision suite aux récupérations, des passes à travers du trafic, des belles one-touch passes, des passes en zone dangereuse excessivement transposables. Mais je le mets dans le tiers B plutôt que A, simplement parce que je trouve les flashs trop inconstants. Puis je suis pas convaincu qu'il va devenir tant que ça un facteur offensif au prochain niveau. Je le vois vraiment plus comme un joueur de soutien. Fait que pour moi, il est plafonné au tiers B ici. Dans le cas de Ignatavicius, un peu comme pour le lancer, c'est plus difficile de juger sa fabrication de jeu considérant le rôle et le contexte dans lequel il évolue. Je réitère, il joue plus un checking role dans une ligue pour monsieur, fait qu'il n'est pas dans un rôle si offensif que ça, mais il y a visiblement des flashs de fabrication de jeu avancés que j'ai vu dans mes visionnements. Mais on parle plus ici de remise rapide. Quoique, à certains moments, je l'ai vu être capable de contrôler le tempo, du moins mieux que les autres joueurs de ce profil-là de qui est question ici. C'est un gars qui est calme avec la rondelle, qui prend rarement des mauvaises décisions, plus un profil cérébral que créatif, mais un très bon joueur de cycle. Pas le créateur le plus dynamique toutefois, mais je pense que sa distribution de rondelles, sa prise de décision pourrait devenir une force qui pourrait lui permettre de jouer dans un milieu d'alignement plutôt que simplement dans un rôle de soutien défensif. Dans le cas de Ryder Cali, c'est une autre facette de son jeu que j'adore et que je pense qu'il est sous-estimé. Et c'est pour ça que, en fait, carte sur table, c'est probablement moi qui l'aime le plus chez Elite Prospects. C'est pas un fabricant de jeu au sens propre du terme, toutefois, dans le sens qu'il va ralentir contrôler le jeu, qu'il va manipuler pour ouvrir des lignes ou compléter des passes créatives. C'est pas ça. C'est un joueur plus direct qui excelle en support de la rondelle. Mais je ne veux pas appeler ça de la créativité, mais plus de la rapidité d'exécution après des récupérations. L'an dernier, je vous vantais beaucoup le board to middle de Carter Bear, donc sa facilité à gagner des batailles le long des bandes, à récupérer des rondelles puis à rapidement repérer ses options de passe. Je vous en ai parlé à maintes reprises, mais le jeu en échec avant, le jeu robuste, c'est pas juste d'aller compléter ses mises en échec, c'est de gagner l'intérieur, de gagner la possession, mais surtout de décoller la POC de la bande et de repérer ses options de passe rapidement. Et Carter Bear était un as là-dedans. Puis je vois le même genre de qualité en Ryder Cali, évidemment de manière moins fréquente et moins élite, mais ses meilleurs flashs sont excellents à mon avis. Et encore là, c'est un très jeune joueur, Ryder Cali, à 2 semaines d'être éligible l'an prochain, puis il a manqué du temps, il a été blessé, puis il jouait pas pour une équipe offensive également. Ça, c'est de quoi qu'on tend à oublier. Je parle souvent que le contexte d'un joueur va être important pour son développement un coup qui est repêché, mais ses opportunités lors de son année de draft impactent également beaucoup. Tu sais, Ryder Cali, si tu regardes juste sa colonne de points, c'est pas vargeux, mais il n'y a personne à North Bay qui a bien produit cette année, tu sais. Fait quoi? Moi, je suis confiant. J'ai vu des flashs de lui, surtout en début de saison, puis c'est peut-être ça qui a refroidi plusieurs, c'est que ces flashs-là n'ont pas nécessairement progressé en cours de saison. Mais je pense vraiment que c'est le contexte. Puis tu sais, même au U18, il jouait dans un rôle vraiment de checker. Il n'était pas avec les meilleurs joueurs non plus, mais mets-le avec des bons joueurs dans un rôle de checker. Il va aller chercher les rondelles, il va repérer les options de passe, puis je pense qu'il y a le patin puis le shot pour backer ça. Fait quoi? Gros fan de Ryder Cali. Pour poursuivre en fabrication de jeu dans le tiers C, j'ai un joueur, Jonas Sivertsen, que comme je disais, le recency bias fait en sorte que j'aurais aimé le mettre dans le tiers supérieur parce que je trouve pas qu'il est si loin de Ryder Cali. En fait, c'est un peu ça. Puis sa fabrication de jeu ou sa vision, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans mes derniers visionnements. Excellent board to middle, des bonnes possessions sous pression. Il est capable de prolonger justement les possessions de la rondelle. Un bon gars sur le cycle, mais avec des flashs high-end. Évidemment, pas si fréquent que ça, mais qui sont arrivés tard en fin de saison et que j'ai vraiment adoré. Belle vision,
Pas créatif, certes, mais capable de repérer ses options rapidement. Mais encore une fois, limité par son patin et par ses mains. Donc, c'est pour ça là, que je le laisse au TRC. Peut-être je suis généreux même TRC. Peut-être qu'il devrait être TRD. Là. Mais je pense que c'est une facette de son jeu qui est sous-estimée. Je pense que Sivertson a tout pour évoluer plus haut dans un alignement à titre de joueur complémentaire. Dans le tiers D, j'ai Gleb Pugachev, lui qui était le joueur le mieux classé dans les premiers classements, là, quand je parlais de patin puis de shot. Mais là, vous voyez, là, la chaîne débarque un petit peu. Là. Au niveau de la fabrication de jeu pour Pugachev, c'est pas un volet dans lequel il a su me convaincre cette saison. Beaucoup de passes imprécises, des mauvaises sélections de passes. C'est un gars qui force beaucoup de jeux. Je le disais, c'est un gars qui est intense, qui est nord-sud, qui est en ligne droite, mais ce que ça fait au niveau de la création de jeu et tout ça, c'est que c'est pas un gars qui va être manipulateur ou qui va changer les tempos, qui va changer d'angle. Ouais, fait que ça vient vraiment impacter là, au niveau de son playmaking. Mais encore là, c'est plus un marqueur checker qu'un playmaker, fait que je suis pas surpris de le voir là. Au niveau des mains, je vais passer vite parce qu'il n'y a pas de grand manieur créatif ici. J'ai personne dans le tiers S, on s'en doute. J'ai personne dans le tiers A. J'ai même personne dans le tiers B. Ils sont tous au mieux dans la moyenne, mais il y en a 2 sous la moyenne. Dans la moyenne, j'ai Mutrin, Calais et Ignatavicius. Donc Mutrin, pas un grand dangler, mais je trouve qu'il y a des bonnes touches en espace restreint. Des bonnes réceptions de passes aussi, c'est de quoi qui fait quand même bien. Puis qui est capable de contrôler sous pression, mais c'est pas un grand dangler. Dans le cas de Calais, bonne première touche, mais un contrôle inconstant, je dirais. Il s'en sert quand même bien pour se protéger du trouble, surtout pour protéger la rondelle, mais encore là, c'est pas un dangler ou un joueur créatif, plus fonctionnel que créatif ou dynamique, je devrais dire. Mais toutefois projetable, mais il faut qu'il apprenne à perdre un petit peu moins la rondelle. Dans le cas de Ignatavicius, ben, c'est pas mal un copier-coller des autres. Là. Main projetable, mais vraiment pas un manieur élite. Quoique je pense que son contrôle est meilleur qu'un gars comme Ryder Calais. Dans le tiers D, donc sous la moyenne, j'ai Sivertson et Pugachev. Sivertson, bonne main dans le trafic puis à travers le contact, mais il n'y a pas vraiment de manipulation dynamique. Puis à haute vitesse, c'est un peu difficile, quoique avec son patin, il joue rarement à haute vitesse. Dans le cas de Pugachev, ben, c'est quand même une bonne faiblesse. Mécaniquement, je le trouve assez rigide. Il n'est pas très bon sous pression. J'aurais peut-être même pu le mettre un peu plus bas, mais encore là, c'est pas son archétype de venir déjouer tout le monde. On parle vraiment plus d'un grinder de 4e ligne. Au niveau du sens du jeu, j'ai personne dans le tiers S, mais j'ai Simas Alevius dans le tiers A. Probablement la catégorie qui le démarque des autres, puis qui fait en sorte que c'est un choix de début de 2e ronde. Je trouve son jeu excessivement mature et transposable. Déjà à 18 ans, d'être un joueur de confiance et fiable en NL, c'est un bel accomplissement. Puis ça ouvre la porte, en fait, à jouer dans la LNH assez rapidement, je crois. Bon positionnement, bonne lecture, belle anticipation de jeu. C'est un gars qui est excellent en repli, qui est excellent en soutien. Puis son style de jeu est déjà très professionnel. Dans le tiers B du sens du jeu, j'ai 2 joueurs, mes 2 chouchous, Ryder Calais et Jonas Sivertson. Dans le cas de Calais, joueur mature, bon en soutien, avec une belle anticipation, des pre-scans, une belle vitesse d'analyse. Puis ça le sert justement en récupération de rondelles. Quand je vous parlais du board to middle rapide, genre de gars... J'ai plusieurs séquences en tête où il va aller voler des rondelles, mais tout de suite, il sait déjà c'est quoi son prochain move dès qu'il a ramassé la rondelle. Il n'a pas besoin de ramasser la rondelle, réfléchir. Il savait déjà où c'est qu'il s'en allait avec ses skis. Ça lui permet de compléter des passes dans l'enclave inattendues et très dangereuses. Mais encore une fois, pas un joueur créatif ni un manipulateur, mais il y a des qualités très transposables, du moins pour le jeu rapide de la LNH. Pour Jonas Sivertson, très bon jeu sans la rondelle, des belles rotations, excellente prise de l'intérieur également dans les batailles pour la rondelle, des belles habitudes de scannage également, un jeu de cycle mature, transposable, le genre de gars qui comprend comment gagner des batailles pour la rondelle. Je classe B, c'est encore là, c'est pas parce que c'est un joueur nécessairement cérébral ou créatif ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a vraiment tout pour jouer au moins sur un bottom 6. Puis
Puis je pense que ce serait pas surprenant de le voir évoluer comme étant un power forward de deuxième ligne à un certain moment. Dans le tiers C, j'ai Casey Mutrin, probablement parmi les meilleures visions puis lectures de jeu parmi ces joueurs-là. Mais c'est vraiment la constance qui me le fait baisser ici, même si je pense qu'il est peut-être meilleur que Cali et Sivertson en termes vraiment de drive offensive. C'est que Mutrin, je l'ai trouvé souvent invisible. Je trouve que son implication varie beaucoup. Je l'ai vu être passif défensivement à l'occasion, ce qui m'a refroidi quand même beaucoup sur son sens du jeu. Bon, c'est questionnable de rentrer ça dans le sens du jeu, vous me direz, j'en conviens. Mais encore une fois, c'est mon podcast, c'est moi qui décide. Puis en plus, je pense pas qu'il est si créatif ou manipulateur que ça, Mutrin. Je pense pas que ça va tant que ça être un play driver au prochain niveau, mais je pense que ça va être un excellent connecteur. Je pense que le thinking pour être quand même, c'est ça, un bon distributeur de rondelles, avec un bon board to middle également, je vais lui donner. Et encore une fois, très dangereux autour du filet. Dans le tiers D, vous attendez peut-être à ce que je mette Gleb Pougatchev, mais non, je l'ai dans le tiers F. Sa grosse faiblesse. Peut-être que je suis trop dur sur lui, autant que je suis trop high sur Kelly et Sivertson, mais je vois vraiment pas un bel IQ hockey ici dans le cas de Pougatchev. Un beau gars nord-sud, robuste, avec un bon shot, that's it, mais il n'y a aucune manipulation dans son jeu. C'est pas le gars qui va dicter le jeu, qui va le driver non plus. Il voit pas bien ses options de passe, il est pas créatif, il lit pas, il anticipe pas bien le jeu d'avance. Puis bizarrement, c'est ça qui est vraiment alarmant pour moi, c'est qu'il en arrache même quand le jeu il est lent. Tu sais, je parlais de Verhoff tantôt, qui excelle quand le jeu il est lent, fait que ça va peut-être y ouvrir d'autres occasions sur le powerplay, etc. Pougatchev, son rôle, c'est vraiment nord-sud, sans retenue. Puis quand le jeu est plus créatif et cérébral, c'est plus difficile pour lui. Puis pour moi, c'est quand même un gros holdback. Toutefois, la prochaine catégorie, c'est la catégorie physique et défensive. Puis c'est là que Pougatchev excelle. Je l'ai mis dans le tiers S. Il est spécial, il est gros, il est rapide, il est violent, il est intense, il est agressif. Il y a un manque de discipline par moment, mais c'est correct. C'était un bulldog. Un bulldog bazar, comme on disait dans le temps. Un profil un peu similaire, je trouve, à Daniil Prokhorov l'an dernier. Je ne sais pas si vous en rappelez. Évidemment, plus petit, puis avec un meilleur patin dans le cas de Pougatchev. Mais c'est ça, un gars très robuste. Patineur en ligne droite avec un excellent tir. Un genre de gars qui rentre fort. Autant, mettons, que Apathy dans la tune Spaz Out de Army of the Pharaohs. Dans le tiers A du jeu physique et défensif, j'ai deux garçons. J'ai Jonas Sivertson et Ryder Kelly. Dans le cas de Sivertson, un des joueurs avec les meilleurs contact skills, le talent de contact du repêchage, à mon avis. Il est gros, il est fort, il plaque fort. C'est pas nécessairement le plus intense, mais je le trouve très bon à absorber le contact, à utiliser son gabarit pour protéger la rondelle, à conserver l'intérieur. Puis il peut jouer devant le filet également de manière brillante. Il est limité défensivement par sa mobilité, évidemment, mais son jeu physique est très mature. Puis c'est vraiment ici le mix de robustesse et intelligence à hockey qui le rendent aussi bon. Tout va ensemble, tu sais. En fait, je trouve que Sivertson a souvent l'air d'un joueur de 20 ans, mais il est au contraire un des jeunes joueurs du draft. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pas embarqué dans le train rapidement. Je le regardais, puis il avait juste l'air d'un gars de 20 ans moyen de la WHL et non d'un des jeunes joueurs de la Ligue qui était à son année de draft. Je le trouve vraiment mature, c'est ce que j'essaie de vous dire. Dans le cas de Ryder Kelly, je pense que c'est là aussi où Kelly excelle. Premièrement, il est aussi large que long. Il est bâti comme un troc. Puis je réitère, c'est aussi un des plus jeunes joueurs de la QV. C'est pas le plus fort physiquement encore, mais le runway est là. Mais encore là, avec son intelligence, il gagne des batailles le long des bandes. Il y a de l'intensité, fait qu'il rentre en échec avant avec confiance, sans aucune crainte. Il joue avec un rythme puis une agressivité qui est transposable dans le jeu professionnel. Puis son jeu défensif, je le trouve déjà très bon pour son âge. Mais au-delà de la robustesse,
Un peu comme Severson, j'aime ses contact skills. C'est pas juste de la méchanceté, c'est de la robustesse intelligente. Il va absorber des contacts, rouler les mises en échec, protéger la rondelle, puis gagner l'avantage positionnel et le conserver. Puis encore là, le board to middle rentre encore là-dedans. Fait que non seulement il fait tout ça, mais en plus il est capable de compléter les passes par la suite. Dans le tiers B, j'ai Casey Mutron qui est au-dessus de la moyenne physiquement, très fort, bon en échec avant, capable de récupérer et de protéger des rondelles. Mais encore une fois, c'est pas le plus intense, puis son manque de vitesse limite vraiment son efficacité. C'est pas un bulldozer non plus. Il est principalement fort sur la puck puis le long des bandes. Je le trouve très bon à ce niveau-là. Mais je sais pas à quel point c'est tant un grinder ou un power forward. Mais tiers B, au-dessus de la moyenne, c'est pas plate quand même. Là. Je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier ici. Puis j'ai également mis Simas Ignatavicius, le dernier, mais non le moindre, moins physique que les autres. Un profil plus two-way que je vous disais, mais probablement le plus solide défensivement de la gang. Il est fiable, il est détaillé, il est excellent sur le cycle. Probablement un grade excellent pour le volet défensif, mais le volet physique est peut-être plus dans la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne. Même là, je ne suis pas sûr, je dirais la moyenne. Ceci étant dit, encore une fois, il jouait contre des messieurs. Fait que c'est dur d'évaluer le jeu physique d'un jeune de 18 ans qui a encore du muscle à ajouter contre des messieurs. Qu'est-ce qu'il aurait fait, mettons, en U20 en Suède ou en Finlande? T'sais? Peut-être qu'on aurait vu plus de robustesse de sa part, peut-être qu'il aurait tiré plus profit de son gabarit. Fait que c'est ça, on le sait pas. Je pense que, tu sais, c'est pas qu'il est pas robuste, il va terminer ses mises en échec, il va les jouer dans le trafic, mais je pense que c'est l'agressivité puis l'intensité qui chaîne peut-être un peu moins qu'un Cali, qu'un Pugachev. Ouais, c'est ça. Fait que au final, ben pour moi, il n'y a pas de doute que parmi ces gars-là, Ryder Kelly, c'est lui que je préfère du lot. Puis je vous en parle, écoutez, depuis octobre, je pense. Là. C'est lui qui a le moins de faiblesse également, qui a le plus de force qui pourrait lui permettre de devenir plus qu'un joueur de soutien. Son âge vient vraiment aider sa projection également. Je le sais, ou ben en fait, vous le savez peut-être pas, mais il va dropper sur notre liste finale chez Elite Prospects qui va sortir dans les prochains jours. Mais moi, personnellement, il n'a jamais quitté ma première ronde. Il est encore autour de 25. C'est le genre de joueur que j'aime. C'est le genre de joueur sur qui je veux miser. C'est le genre de joueur que je serais content si le CH repêche. En même temps, non, parce que Caroline, ça me mettrait de la pression. Je vous en ai tellement parlé, je vous l'ai tellement vanté. Je commence à douter de moi-même. Dans le même sens, Jonas Sivertson, ma révélation des séries de la WHL, à part le patin, la robustesse, la protection de rondelles, le board to middle, le shot, tout est là et tout est transposable. Il a aussi montré qu'il peut jouer avec les meilleurs joueurs, entre autres avec Braden Coots, puis possiblement devenir un joueur complémentaire plus haut dans le line-up et pas juste un gars de soutien. Le patin, certes, est un problème, mais comme je disais, ça semble s'améliorer jusqu'à un certain point. Mais je pense pas que ça va devenir un problème vu son profil de joueur. Puis encore là, il est jeune. Il a pas l'air de ça, mais il est jeune. Epstein ne l'aimerait vraiment pas. Ensuite, j'ai Simas Ignatavicius dans mon classement, que j'ai classé en début de deuxième ronde. Je l'aime beaucoup. Il est très facile à projeter. Il est proche de la LNH. Probablement suffisamment skilled même pour jouer sur une troisième ligne à moyen terme et avoir un certain impact offensif. Mais ouais, je pense que c'est un des joueurs sous-estimés qui pourrait surprendre juste par le fait qu'il a joué en Suisse contre les messieurs cette saison. On n'a pas pu voir, je pense, tout son potentiel offensif. Puis ensuite, j'ai Casey Mutrin. Je pense que je suis trop bas pour lui si je compare avec mes collègues et les autres listes publiques. Mais personnellement, pour moi, les flashs étaient trop parsemés dans mes visionnements, puis l'intensité trop inconstante pour me charmer. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus low sur lui. Puis, dans le même range, là, j'ai Gleb Pugachev, justement, plafond limité, mais un plancher certain. What you see is what you get. Évidemment, dans une cuvée qui manque d'upside comme cette année, comme 2026, je pense qu'on cherche des qualités spéciales dans les joueurs. Puis, Pugachev est spécial au sens où il y a un combo patin, robustesse, gabarit
très rare. C'est un choix top 50 évident, puis je serais pas surpris de le voir sortir en tout début de la deuxième journée. Fait que c'est ça. Puis cet ordre-là, justement, de Carly Severson, Ignatavicius, Miocic, Pugachev, ce serait peut-être dans cet ordre-là que je voudrais que le CH les repêche également. Je serais quand même triste s'il prenait un Miocic ou Pugachev avant Ryder Cali. Mais bon, on sait qu'ils ne repêcheront pas en première ronde. Ils vont l'échanger, ce choix-là. Fait que je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Là. Fait que bref, laissez-moi savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous approuvez? Qu'est-ce que vous approuvez pas de ces analyses-là? Qu'est-ce que vous auriez changé? C'est quoi vos classements personnels? Puis, pour les défenseurs, c'est quoi votre classement? Puis pour les gros bonhommes, est-ce qu'il y a des cibles ici que vous auriez aimé, que vous aimeriez, en fait, pour le CH? Dites-moi ça. Puis si vous voulez, dans un autre épisode, que je compare Dagenet, Suvanto, Hemming, Morozov, Rogowski et Novotny, laissez-moi savoir également en commentaire. Ou encore, si vous voulez que je compare Preston, Herbert, Rubrook, Klepov, Hermanson, je peux faire ça aussi. Je prends une commande. Merci encore pour votre écoute, votre support. Droppez un like, droppez un follow, commentez, partagez. Faites connaître le podcast à votre belle-mère. On va se faire des t-shirts de ça. Puis je vous laisse sur une citation inspirante digne de Colombe Saint-Pierre. La vie est comme une chute d'eau. Nous sommes un dans la rivière et un après la chute. Ça vient de Aerials de System of a Down. Merci, à la prochaine. Bye bye. Je manque de voix, là. Il est temps que j'arrête. Non, c'est pas moi, René Angelil.